Donc cette goutte très ralentie ici, eh bien, dès qu'elle trouve le poivre, vous voyez qu'elle l'emporte, et une fois qu'elle est partie, eh bien, vous avez derrière la goutte une trace absolument, en effet, une trace absolument immaculée, d'où ce nom, d'ailleurs assez impropre, si je puis dire, d'auto-nettoiement. Il faut tout de même qu'il y ait un peu d'eau qui passe, mais ça c'est très différent de la pluie ordinaire, parce que la pluie ordinaire, je l'ai dit tout à l'heure, elle se colle aux vitres, elle se colle partout, donc elle n'emporte pas les particules, sauf dans les cas qui ont été cités tout à l'heure, de surface très hydrophile, au contraire. Alors là, l'eau filmifie, et à ce moment-là, elle peut couler. Alors, si je continue sur le monde naturel, eh bien, je peux aller vers les animaux. Il y a des tas d'animaux qui ont développé des stratégies d'imperméabilité pour des motifs qui peuvent être assez différents. Par exemple, il y a des insectes qui ont une espèce de poitrail velu, et avec ça, quand ils plongent sous l'eau, ils emmènent une pellicule d'air, qu'on appelle un plastron, et ils respirent à partir de ce plastron infiniment, pratiquement, indéfiniment. La raison étant qu'il y a l'oxygène que contient ce plastron, et puis ensuite il y a l'oxygène qu'amène l'eau elle-même, qui s'échange avec l'oxygène consommé, enfin avec le gaz qui peut rester dans le plastron, et donc ces animaux arrivent à vivre sous l'eau. Un autre exemple, peut-être encore plus célèbre, c'est le géris que vous avez à gauche. Si vous faites cette expérience cruelle qui consiste à appuyer un peu sur un géris jusqu'à le faire passer sous l'eau, vous constatez qu'il coule comme une pierre, d'accord? Donc il a vraiment besoin de quelque chose pour l'empêcher de faire ça, et ce quelque chose est révélé par ce qui se passe au voisinage des pattes. Vous voyez que l'eau, littéralement, évite les pattes, reflue au voisinage des pattes. Ça vous montre que ces pattes, dont vous voyez un extrait à droite, un cliché pris par Jiang à Pékin, eh bien ces pattes ont une texture absolument extraordinaire, qui est une texture en épine, à une échelle encore microscopique, et qui, joint aux cires qui recouvrent également ces pattes, évidemment il faut de la chimie, qui est l'hydrophobie de ces matériaux, et puis de la physique, qui est la texture qu'on apporte, eh bien fabrique une hydrophobie extrême. Peut-être la plus grande hydrophobie observée dans le monde naturel, c'est celle de cet animal. Alors ça leur permet, je l'ai dit, de marcher à la surface de l'eau, mais ça leur permet, comme vous le voyez ici dans ce film de John Bush, ça leur permet de faire des choses absolument insensées, comme par exemple de se battre furieusement, comme ces deux-là. Ça peut sauter à 50 cm de haut, c'est-à-dire 50 fois leur propre taille, comme si vous sautiez à 50 mètres de haut, quelque chose comme ça retombe sur l'eau et jamais ce n'est mouillé. À cause de ces textures remarquables. Une découverte plus récente et d'une certaine manière, à mes yeux, encore plus spectaculaire, c'est celle qui vient d'être faite et qui n'est pas publiée par Christoph Neinhuis à Dresde, et qui vous montre ici le corps de colombola, qui est un des animaux les plus fréquents à la surface de la Terre. Si vous allez en forêt et que vous creusez un trou dans la terre, vous ramassez immédiatement quelques dizaines de milliers de colombola. C'est un petit animal millimétrique, vous l'avez peut-être déjà vu, qui a la propriété d'être très laid d'abord, et puis quand on le met sur l'eau, il flotte parfaitement bien. Il a même des capacités extraordinaires pour se mouvoir à la surface de l'eau. Mais ce qu'a compris Neinhuis, c'est qu'il devait être beaucoup plus performant encore que le géris, parce qu'il vit non seulement sur l'eau, mais dans la terre humide, ce qui est bien plus contraignant. Ça veut dire que là, les liquides qu'il agresse, c'est une eau comment dire, très saumâtre, c'est-à-dire une eau qui a été polluée par les constituants du sol, voire des huiles. Et quand on regarde la carapace de colombola, on trouve quelque chose qui est absolument extraordinaire. On voit qu'à l'échelle micrométrique, en haut à droite, vous voyez ces espèces de motifs qui sont d'une complexité absolument remarquable. Et après une bonne année de travail, je dis quelque chose comme ça, Christophe a réussi à faire une coupe de chacun de ces motifs. Et ça donne quelque chose comme ça. L'échelle, vous la voyez à peine ici, c'est 1 micromètre. Non, c'est 500 nanomètres, pardon. Donc ça, c'est pratiquement à l'échelle du micron. Et vous voyez qu'il y a une sophistication extrême dans le motif qui est là, qui est sans doute la chose suivante. Parce que ce motif invente des surplombs, ce qui est évidemment très différent de ce qu'on avait avec des pointes, eh bien, n'importe quel liquide qui arrive, y compris un liquide mouillant, ce qui est absolument extraordinaire, donc d'une certaine manière, la chimie disparaît là, eh bien, un liquide mouillant va s'arrêter, parce que quand il tente de passer là-dessous, eh bien, il trouve ici un surplomb sur lequel il a l'impression qu'il s'étale, parce qu'il peut arriver tangentiellement à ce surplomb. Par conséquent, un motif comme ça protège non seulement de l'imprégnation par de l'eau, on a vu que ces animaux flottaient sur de l'eau, mais n'importe quelle huile n'y rentrera pas. Donc là, on a un matériau qui est fantastiquement imperméable. C'est une découverte que je trouve très, très, très remarquable. Alors, évidemment, tout ça est très compliqué, donc il est naturel de se demander si on peut faire plus simple. Et la réponse est oui. C'est quelque chose qui est à la fois intéressant industriellement, mais c'est aussi intéressant si on veut établir les lois quantitatives de tous ces phénomènes. Et là, je vous présente probablement la surface la plus simple qu'on peut imaginer sur ce thème-là, c'est-à-dire sur le thème comment, finalement, placer un coussin d'air entre le liquide et le solide. Et l'idée, qui était présente dans tous les motifs que j'ai montrés, c'est d'avoir des espaceurs.
Et les espaceurs les plus simples qu'on peut avoir, c'est des petits bâtons. Donc vous fabriquez un matériau décoré par des petits bâtons à une échelle ici qui est de l'ordre de la dizaine de micromètres. Donc vous avez cette forêt de petits bâtons et vous couvrez ça d'une cire ou d'un téflon d'une épaisseur moléculaire, donc ça se conforme complètement à la surface que vous avez là. Et quand vous posez une goutte d'eau là-dessus, eh bien, vous voyez qu'elle a bien la configuration de perles qu'on peut espérer. Donc on peut aussi espérer avoir des propriétés dynamiques qui seront un peu celles qu'on a vues sur l'azote liquide. Incidemment, vous avez ici aussi de belles couleurs structurelles qui sont engendrées par le fait que votre armée de petits bâtons, c'est l'armée nord-coréenne pratiquement, c'est quelque chose qui est extraordinairement régulier et qui diffracte la lumière. Si on veut comprendre précisément si ce que j'ai dit de manière très simpliste, c'est-à-dire l'idée d'espaceur est une idée vraie, eh bien il suffit tout simplement de refaire l'expérience de Leidenfrost 250 ans après, c'est-à-dire de mettre une bougie derrière notre goutte et de regarder très attentivement dans la limite des très basses densités de plomb. Et ce que vous voyez à ce moment-là, c'est que comme chez Leidenfrost, eh bien, il y a une distance entre la goutte et son reflet, ou si vous préférez, la lumière arrive à passer sous cette goutte pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a très peu de plots, et d'autre part, et c'est là le principal, parce que cette goutte est posée sur le sommet des plots. Si cette goutte est posée sur le sommet des plots, si elle est comme un fakir liquide sur son tapis de clous, eh bien, sous cette goutte, contrairement à ce dont j'ai l'impression à l'œil nu, il n'y a pas 1% de plomb, comme j'ai écrit ici. Enfin si, il y a 1% de plomb, mais il y a surtout 99% d'air. Et donc je suis à 99% dans la situation de l'azote liquide de tout à l'heure, et donc je peux espérer fabriquer des situations dynamiques comparables à celles que vous avez vues ici. Une chose très remarquable qui a été découverte récemment, c'est qu'il y a un moustique qui a fait une sorte de plaget par anticipation de ces surfaces à plomb. Vous avez ici notre ennemi commun à tous, celui derrière lequel on a couru avec une pantoufle à la main, disons, et il a à la surface de son œil, comme ça a été découvert par Jiang il y a 2 ans à Pékin, il a une surface de plomb, avec une petite différence tout de même avec ce que je vous ai montré, c'est l'échelle qui est là. L'échelle qui est là, c'est 100 nanomètres, c'est-à-dire 0,1 micron, donc un ordre de grandeur plus petit que ce que je vous ai raconté jusqu'ici. Et il semblerait que ça soit lié au fait que, d'une part, le moustique a besoin de son œil, d'autre part, l'œil du moustique, à la différence de notre œil à nous, est sec. Il n'a pas quelque chose d'aussi sophistiqué que peut l'être une paupière qui constamment humidifie notre œil, ce qui fait que nous, si nous rentrons dans un nuage, eh bien, les petites gouttes d'eau du nuage vont simplement filmifier à la surface de notre œil, puisqu'essentiellement elles se posent sur de l'eau. Lui, c'est différent, c'est sec. Et comme le moustique précisément vit dans un nuage, presque toujours, il est toujours dans une atmosphère humide, eh bien, il faut qu'il soit capable de se protéger de gouttes qui font à peu près 10 micromètres de taille. Donc pour lui, il faut qu'il y ait une réduction d'échelle qui s'opère, d'une part pour avoir l'effet dont je viens de vous parler, et puis naturellement aussi pour des raisons optiques. C'est que si vous commencez à décorer un objet transparent par des motifs de ce genre, il faut qu'il soit beaucoup plus petit que la longueur d'onde de la lumière pour que cet objet reste transparent. Donc cette réduction d'échelle semble liée à ces deux raisons. Donc on a un autre exemple, peut-être, d'un matériau qui serait, on peut dire, anti-fogging, enfin anti-buée. Il n'y a pas de preuve absolue de ça, mais tout de même, je trouve le cliché qu'a réalisé Jiang absolument extraordinaire. L'expérience est très très simple. Vous prenez un de ces moustiques et vous le mettez au congélateur pendant un petit moment. Donc à ce moment-là, il est à moins 20 degrés. Vous le prenez et vous le mettez dans une chambre humide et chaude et vous prenez une photo. Et la photo, c'est la suivante. C'est la photo d'un moustique sur lequel eh bien, l'eau s'est condensée partout, il est froid, l'air était humide et chaud, mais les yeux, eux, restent extraordinairement secs. Ce n'est pas une preuve absolue, mais je trouve que c'est une question au minimum intéressante et c'est un très beau cliché. Alors, une fois qu'on a dit ça, eh bien, on est en route vers la fin de cet exposé. Il reste à vérifier que sur ces substrats-là, on a bien des propriétés qui sont des propriétés repoussantes pour l'eau. Et une des meilleures manières de le voir, c'est de considérer l'impact de gouttes d'eau. Alors vous prenez une goutte d'eau millimétrique, c'est la goutte de pluie banale, et vous l'envoyez sur le support à une distance qui va être d'abord d'1 millimètre. Donc c'est vraiment une expérience de laboratoire caricaturale, c'est-à-dire que la pluie, je l'ai simplifiée à une goutte, et la distance d'où tombe la pluie, je la simplifie à 1 millimètre. On est loin de la réalité, mais ce qu'on voit est tout de même très instructif. Cette goutte très ronde tape le sol, et puis repart exactement comme l'aurait fait une balle de ping-pong très élastique. La vérité, c'est que c'est beaucoup plus élastique encore qu'une balle de ping-pong. Cette goutte est capable de faire une vingtaine de rebonds successifs, alors qu'une balle de ping-pong qui tombe de cette hauteur-là n'en fera qu'un ou deux. Donc on a une espèce d'élasticité extraordinaire qu'on peut aussi révéler quand, au lieu d'1 millimètre, on fait tomber la goutte de 1 cm de haut, on commence à se rapprocher du ciel. Alors à ce moment-là, elle arrive plus vite, elle s'étale plus, mais le résultat net est le même, elle s'en va. Alors on va à 10 cm. Là, le film va être beaucoup plus lent parce qu'il va se passer beaucoup plus de choses. Cette goutte d'eau tape ce support et puis fabrique des structures qui sont tout de même assez inattendues pour une goutte d'eau, une espèce de pyramide.